Bonjour à tous déjà et bienvenue pour ce nouveau webinaire mensuel sur les collectivités. Et ce mois-ci, pour la rentrée, on a décidé d'investir la thématique des mobilités actives, donc marche et vélo, pour voir comment est-ce qu'on peut développer ces mobilités dans les territoires. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Boursier, référent sur les mobilités à l'ADEME. Et puis, Lucie Hérault, de la communauté de communes du Pays des Achards, qui travaille aussi sur cette thématique des mobilités. Pour rappel, on vous a mis un peu le déroulé de la matinée, mais il y aura un temps de présentation de Sébastien dans un premier temps. Et on fera une petite pause. Et puis, Lucie vous présentera ce qui est fait sur le territoire de la communauté de communes du Pays des Achards. Et ensuite, on aura, comme d'habitude, un moment de partage d'expérience où là, vous pourrez poser vos questions et vraiment échanger, partager avec nous et poser toutes les questions qui vous viennent pour finir à peu près vers midi 15, midi et demi en fonction des échanges. Et avant de commencer, on voulait donc faire un petit tour de table, un petit tour d'écran pour que chacun d'entre vous puisse se présenter. Et donc, comme on est sur la thématique des mobilités actives, ce qu'on vous propose, c'est en débutant votre présentation, c'est de vous présenter ce matin pour aller travailler. Vous étiez plus tôt. Et donc, si je commence, moi, je suis Florane Dumont, donc chargée de mission à la SRAE Nutrition, structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Donc, en binôme avec Aurélie, notamment sur l'animation des collectivités locales pour travailler autour de tout ce qui est nutrition. Et ce matin, je suis en télétravail, donc je suis plutôt en mode numéro 4, même si je ne suis pas dans mon canapé, mais sur ma table. Mais en général, je vais plutôt au travail à pied, donc ce serait plutôt la photo numéro 2. Et donc, ça me tient à cœur aussi le sujet des mobilités, parce qu'en allant au travail à pied, voilà, on parle beaucoup du vélo, mais la marche fait aussi partie des mobilités. Donc voilà, ça me tient à cœur ce sujet-là. Aurélie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à la SRAE Nutrition et en binôme avec Florane sur l'accompagnement des collectivités. Et donc, ce matin, je suis aussi en télétravail. Donc, c'est plutôt le numéro 4. Et habituellement, je suis plutôt en train, le numéro 3, et en vélo. On va dire le numéro 10 parce que je prends les Biclous à Nantes. Donc, ils ressemblent à ceux de Nantes. Voilà. Sébastien et Lucie, on vous laisse vous présenter et puis après, on pourra faire un tour d'écran des participants. Merci. Du coup, Sébastien Boursier, merci pour l'organisation de ce webinaire. Moi, je suis en charge des questions de mobilité et de climat, notamment à l'ADEME Pays de la Loire. Et ce matin, je suis en numéro 4 également. Merci. Donc, bonjour, Lucie Hérault de la communauté de communes du Pays des Achards, donc en charge des mobilités. Ce matin, moi, j'étais plus en numéro 9, mais je fais aussi du covoiturage avec des collègues, donc parfois en numéro 11 pour venir au travail. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Sébastien pour qu'il puisse vous présenter ses missions à l'ADEME. Donc, Sébastien, j'arrête le partage d'écran et puis je te laisse partager de ton côté. Ça marche, merci Florent. Écoutez, merci à toutes et tous d'être présents. L'idée, c'était de vous présenter un petit peu les mobilités actives, comment on essaie de les développer sur les territoires et le lien avec la santé. Alors nous, côté ADEME, on est plutôt sur un lien environnemental. Pour autant, on sait que c'est un des leviers importants de la pratique et de décision de la pratique. Est-ce que c'est bon au niveau partage? Vous voyez bien la présentation? Oui. Ok, super. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai entendu vélo musculaire, ça m'a fait plaisir. Du coup, peut-être commencer par de quoi parle-t-on? Les mobilités actives, depuis la loi LOM qui a été promulguée en décembre 2019, ce qui est bien, c'est que les mobilités actives, elles ont une définition. Avant, on parlait de mobilité douce, mobilité active. Il y avait un jargon un petit peu
nébuleux. Certains y mettaient le transport collectif dedans. Enfin bon, c'était assez ou les engins de déplacement personnel. J'y reviendrai. Donc maintenant, vous avez une définition. Donc on parle de mobilité active. Donc pour ceux qui utilisent des mobilités douces, l'idée c'est aussi d'abandonner progressivement cette domination. Alors ça peut paraître un petit peu, ouais, c'est que du jargon. Sauf que mobilité active veut dire mobilité musculaire. En gros, veut dire force motrice humaine est nécessaire, alors qu'elle soit avec ou sans assistance motorisée. Donc, si on regarde de plus près, ça veut dire que globalement, on parle majoritairement des piétons, mais aussi, ça peut être des trottinettes classiques, des poussettes, des fauteuils roulants, des rollers, des skateboards, voilà, tout ce qui fait appel à la motricité humaine. Et du côté du vélo, ça va être des vélos classiques, pliants, cargo, mais c'est aussi à assistance électrique où il y a également un pédalage qui est nécessaire. Et du coup, à l'inverse, les engins de déplacement personnel, comme tout ce qui est gyropode, monoroues, trottinettes électriques, ne sont pas considérés comme des mobilités actives, puisque là, elles sont toutes électriques. Donc, celles-ci vont avoir, et ces mobilités actives, ce qui est intéressant, nous, on essaie d'en développer l'usage dans les territoires, c'est qu'elles ont, on va dire, un triple impact très favorable, à la fois sur l'environnement, ce qui est quand même assez intéressant. Elles sont très sobres en termes d'impact CO2, en termes de forme, en termes de santé, et notamment de santé publique. On ne va pas jouer sur la question de la pratique sportive en tant que telle. Ce qui nous intéresse, nous, côté LM, c'est plutôt la pratique utilitaire des mobilités actives. Mais ça permet d'avoir une activité physique modérée régulière. Et ça, c'est quand même très intéressant du point de vue de la santé publique. Et puis, c'est aussi, et ça c'est intéressant, ce sont aussi des mobilités qui sont accessibles, plutôt inclusives, à condition d'avoir l'infrastructure. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Peut-être un petit rappel qui est assez intéressant. Là, vous avez l'évolution des parts modales, ce qu'on appelle les parts modales, la répartition des modes de transport. Donc là, vous les avez selon, par tranche finalement, de typologie un petit peu de territoire, du rural à l'agglomération parisienne. Et vous avez finalement un histogramme à barres avec les différents modes de déplacement utilisés. Vous avez l'évolution, donc ça c'est des sources nationales, c'est l'enquête nationale transport-déplacement qui a été faite en 2008, et pour 2019 on est sur l'enquête mobilité des personnes. En gros, c'est la même enquête mais qui se passe tous les 10 ans. Où c'est intéressant, c'est que vous vous rendez compte que mis à part à l'agglomération parisienne, où on va dire que la voiture n'est pas pas le mode de déplacement le plus utilisé. Sinon, on voit quand même que le deuxième mode de déplacement, quels que soient les types de territoires, c'est la marche à pied. Et tu avais raison tout à l'heure, Florane, quand tu évoquais le fait de valoriser la marche à pied comme un mode de déplacement, c'est un mode de déplacement, pour autant qu'il n'est pas forcément, on va dire, des plus diffus en termes de politique publique. Alors, où en sommes-nous dans la pratique? Donc, ce que je disais, c'est que la marche, c'est le deuxième mode de déplacement, quel que soit le type de territoire, en tout cas concernant les Pays de la Loire, on n'est pas en agglomération parisienne. Et la moyenne lissée sur l'ensemble des territoires, c'est 23% de part modale, ce qui est quand même assez important. C'est le mode principal utilisé pour les trajets inférieurs au kilomètre, mais c'est relativement peu considéré dans les politiques publiques. Alors justement, pour essayer de lutter contre ça, ou essayer de mettre un petit coup de projecteur sur l'intérêt de rendre les villes marchables, il y a plusieurs associations qui se sont réunies, notamment 60 millions de piétons, rue de l'Avenir, et je crois que la Fédération française de randonnée est aussi présente dans ce collectif, pour développer un baromètre des villes marchables qui vient d'être publié là, de mémoire, c'était cet été. Vous avez un petit peu moins de 70 000 Français qui ont répondu, 5 000 communes qui sont évaluées, donc je vous ai mis le lien, vous irez voir. Et parmi les éléments un petit peu évoqués, qui sont assez intéressants, c'est qu'on a à la fois de la marche à pied qui se fait dans des espaces urbanisés, ça, on va dire, on enfonce une porte ouverte, mais aussi hors des espaces, avec des gens qui pratiquent la marche tous les jours ou presque, donc
quels que soient les motifs de déplacement, et notamment pas que pour faire du sport ou pour faire de la balade avec du fonds santé, mais aussi pour la question 82% sur des motifs travail, des motifs courses ou des motifs d'autres démarches. Donc, je vous laisserai regarder ça. Côté du vélo, où en sommes-nous? Quelles sont les fractures de la pratique cyclable? Là, l'idée, c'est de vous présenter une petite vidéo qui a été faite l'année dernière, donc on est en 2020, sur les résultats de l'enquête économique du vélo. Donc, c'est aussi une grande enquête nationale qui se fait tous les 10 ans. Donc, ça ne va pas tenir compte, on va dire, du boom que le vélo a connu avec finalement la crise sanitaire. C'est un des modes de déplacement qui s'en sort le mieux. Alors, la voiture s'en sort bien aussi. On pourra en parler si vous voulez. Mais du coup, le vélo a connu un boom. Donc là, c'est juste pour replacer un petit peu le contexte. On est fin 2019. Je te laisse présenter peut-être la vidéo, puisque on a un petit transfert d'écran à faire. Je partage l'écran avec l'audio. Hop. Une petite 3 minutes là-dessus pour vous présenter le contexte. Vous me faites signe si vous entendez bien le son. La France, historiquement, c'est le vélo de course, le tour, l'exploit sportif, mais pas que. Dans les années 50, tout le monde faisait du vélo. Cela représentait à peu près 22% des déplacements. Puis le système du tout-voiture est arrivé, et le vélo a très vite disparu au profit des transports motorisés. Heureusement, depuis une dizaine d'années, les vélos réapparaissent dans les grandes villes. À Paris, Strasbourg, Grenoble, les aménagements se multiplient. Tout le monde parle de croissance du vélo, mais dans les chiffres, qu'en est-il vraiment ? 40% des Français font du vélo au moins une fois par an, mais on l'utilise pour à peine 2,7% de nos déplacements. Si on comparait la pratique du vélo à une course cycliste, on serait vraiment en queue du peloton européen. Et oui, on fait même moins de vélo que les Allemands de plus de 75 ans. En fait, c'est difficile de généraliser, parce qu'on a affaire à une véritable fracture sociale et territoriale du vélo. Commençons par le social. Nos enfants étaient de grands utilisateurs du vélo dans les années 90, mais maintenant, la plupart des parents ont peur de les laisser partir seuls à vélo, et préfèrent les accompagner partout en voiture. Et pourtant, la sécurité routière s'est nettement améliorée. Les plus de 55 ans aussi sont devenus de très faibles utilisateurs. La part de leurs déplacements à vélo a en effet chuté de moitié depuis 1992. C'est chez les étudiants et les actifs que la pratique décolle, et c'est très bien. Mais là encore, pas chez tout le monde. La pratique du vélo baisse parmi les ouvriers et explose chez les cadres et les professions intermédiaires. Et maintenant le territorial. La pratique du vélo dans le centre des grandes villes progresse de façon spectaculaire, et les médias sont là pour nous le faire savoir. Par contre, l'usage du vélo chute partout ailleurs, en périphérie, en milieu rural et dans les petites villes, alors même qu'en 1994, c'était justement dans ces territoires que la pratique du vélo était la plus forte. Même s'il y a de plus en plus de cyclistes dans les centres urbains, 80% des Français habitent en banlieue ou en campagne, là où le vélo est très peu utilisé. Résultat, malgré ce que l'on pourrait penser, l'usage du vélo n'augmente pas encore au niveau national. Enfin, l'heure n'est pas au pessimisme. Profitons de cette nouvelle dynamique autour du vélo pour entraîner les jeunes, les seniors et les femmes, et trouver les conditions pour que cet élan se propage partout sur notre territoire. Alors seulement, nous pourrons parler de l'essor du vélo en France. Merci Florane. Je vais mettre le lien pour ceux que ça intéresse dans la conversation de la vidéo. Ça marche, merci. Du coup, tu peux me redonner la main sur le partage d'écran? Ça y est. Super, merci, super. Du coup, effectivement, vous venez de voir que donc je pense que c'est bon. Oui. On se rend compte, alors, le Covid a eu un impact quand même assez intéressant
du point de vue du vélo, hein, je parle, bien entendu, puisque ça a permis un essor assez fort de la pratique. Donc là, les derniers chiffres qui sont consultables, il y a un baromètre un petit peu de la pratique cyclable qui est disponible sur le site de Vélo et Territoire, qui est une association de collectivités qui porte l'usage du vélo en France et qui montre finalement un essor de la pratique cyclable moyenne en rural à hauteur de 11%. Et ça, c'est en comparaison, c'est en gros les 8 premiers mois de l'année 2021 en comparaison avec 2019, donc on ne compare pas avec 2020. Donc plus 11%, on est à plus 20, un peu plus de 20% sur le périurbain et on approche les 30% sur l'urbain. Donc voilà un petit peu des éléments un peu plus récents, mais vous voyez qu'il y a quand même des fractures assez importantes en France sur la pratique cyclable, à la fois en termes de territoire, en termes de genre, en termes d'âge. Là, j'ai voulu illustrer un petit peu sur cette question des mobilités actives au sens large. On se rend compte que le chemin est quand même assez long et qu'il y a beaucoup d'éléments à avoir en tête pour essayer de développer les choses de manière assez qualitative. Alors, quels sont les leviers pour développer la pratique des mobilités actives? Alors déjà, et j'insisterai assez fortement là-dessus, on va avoir quatre leviers d'action sur un individu pour lui faire changer un petit peu ses pratiques de déplacement. Il va y avoir un certain nombre de leviers plutôt d'ordre individuel, des leviers qui vont parler à la personne. Ça peut être un travail de sensibilisation individualisée, de chèque mobilité pour tester tel ou tel type de mobilité, de campagne de communication ciblée, ce genre de choses. Ça, c'est des éléments qui peuvent essayer de faire évoluer finalement le positionnement et la réflexion que l'individu va porter vis-à-vis d'un mode de déplacement, mais quel qu'il soit. Alors ce type d'élément, ça marche pour les mobilités actives, ça va marcher aussi sur les autres modes de déplacement. C'est aussi utilisé par les professionnels de l'automobile et les constructeurs automobiles pour, on va dire, continuer à faire de l'automobile un objet de désir, alors que le système automobile, on va dire en règle générale auprès des grandes métropoles, est plutôt un système un petit peu compliqué, bouchonné, vous voyez tout le système qu'il peut avoir et tout le levier, le champ des contraintes qui s'y met. Il y a un autre élément, un autre levier, c'est un travail aussi par l'entourage. Au sens entourage, on peut parler de voisins, on peut parler de cercle d'amis, on peut parler de famille et aussi on peut parler de collègues. C'est pour ça que l'entreprise, l'employeur ou l'établissement scolaire, dans une moindre mesure, mais peut-être sur les déplacements domicile-école, peut avoir un impact assez intéressant sur les changements de pratiques de mobilité, au moins des tests de nouvelles pratiques. Ensuite, vous avez un levier qui d'ordre, on va dire, national, qui va passer par les réglementations, qui va passer finalement par quel est le positionnement de la société vis-à-vis tel ou tel mode. Autant ce positionnement quand on parlait, moi je suis à l'ADEME depuis 2007, lorsque fin 2009, 10, 11, dans ces années-là, on parlait de vélo dans les territoires, ou même que ce soit au niveau des collectivités, des élus, des techniciens, mais également sur les forces vives, les entreprises, on n'était pas du tout sur un mode qui était reconnu. Encore moins la marche à pied. Je pense que la marche à pied a encore des choses à faire, là où le vélo a réussi à grappiller un petit peu de reconnaissance, et finalement son positionnement dans l'échelle de valeur du côté de la collectivité, enfin, de la société en règle générale, est plutôt favorable actuellement, et notamment médiatiquement. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant. C'est comment on arrive à faire bouger finalement le curseur pour avoir un avis favorable du mode sur voilà, cette société en règle générale. Et le quatrième levier, qui est peut-être un levier plus terre à terre, sur lequel également les collectivités ont la main, ou une partie de la main, c'est la question de l'écosystème. Donc ce sont les aménagements. Donc c'est le système d'aménagement, est-il favorable ou pas? Et puis ce sont également les offres de mobilité, les services qui sont disponibles dans le territoire. Et mis bout à bout, en
travaillant sur ces 4 leviers, on arrive à faire bouger des changements de pratiques de mobilité qui sont parfois très ancrés dans une habitude ou dans un quotidien et qui ont du mal à faire évoluer parce que voilà, c'est difficile de changer de pratique et de changer d'habitude en règle générale. Alors, si je prends le vélo et le système vélo, celui-ci finalement, il s'intègre autour de 4 axes et une sorte de cerveau global qui est la planification. Donc pour nous, une collectivité, pour développer un système vélo sur son territoire, elle doit se servir d'une démarche de planification de type schéma directeur vélo, ça peut être un schéma directeur mode actif qui intègre également la marche, ça peut être un plan marche aussi, hein, on peut aussi le décliner de la même manière sur le mode marche. Et ça va permettre de jouer à la fois sur l'aménagement, tout ce qui est infrastructure, créer les conditions favorables à la pratique, quitte à essayer de travailler aussi sur un avantage concurrentiel à la pratique par rapport à d'autres modes, parce que l'enjeu, c'est d'essayer de donner un avantage concurrentiel, de montrer aux gens que là, on préférerait que vous preniez tel ou tel mode plutôt que tel autre, et donc du coup, on vous incite à le faire. C'est la question de la communication. Au sens de la communication, c'est plutôt de la sensibilisation, de l'accompagnement au changement. Donc, quelle promotion de mobilité active auprès de toutes les populations. Ça, c'est difficile parce que, pour une petite information, les dépenses médiatiques et de communication des 3 grandes marques de voitures françaises annuellement, c'est 1 milliard d'euros de dépenses. Donc, vous voyez que sur les moyens financiers, on ne joue pas du tout dans la même cour avec la question de la marche à pied ou du vélo. Il y a l'agglomération de Bruxelles, la métropole de Bruxelles, qui a fait une campagne très intéressante il y a maintenant 6 à 8 mois, il me semble, sur le développement de la marche à pied. Et c'était vraiment quelque chose qui pourrait être assez intéressant. J'essaierai de vous retrouver le lien tout à l'heure pendant la présentation de Lucie, parce que c'est quand même vraiment basique, mais se dire que justement, c'est un peu tourner en dérision le fait que la marche à pied est tellement le mode de déplacement le plus simple qui soit, qu'il faut aussi le valoriser. Donc, un des 3e axes, c'est le développement de services pour générer de la pratique cyclable. On en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a également un axe d'évaluation, de remise en question et d'ajustement finalement par rapport aux augmentations des usages. L'État s'est doté d'un plan vélo en 2018 qui fixe 9% de part modale, un vélo en 2024, soit un triplement de la pratique. On est à 3%, triplement de la pratique entre 2018 et 2024, ce qui est quand même très, 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 très ambitieux. Je pense qu'on aura du mal à les atteindre, ou alors peut-être dans certains territoires, mais ça sera compliqué de moyenner sur l'ensemble de la France. Et nous, au travers de l'étude économie des vélos, des programmes à vélo qu'on accompagne depuis maintenant 3-4 ans, et puis des différents retours d'expérience, on estime qu'il est nécessaire d'investir un budget autour de 30 € par an et par habitant pour pouvoir se mettre dans cette dynamique, cette trajectoire de triplement de la part modale vélo. Petite précision sur le schéma mode actif, donc le volet planification. Donc généralement, ça doit être porté plutôt par une collectivité, ça peut être un EPCI, ça peut être une commune, ça peut être les deux sur un même territoire. On évoquera tout à l'heure parce que les 2 échelles de collectivité sont finalement actrices sur ce volet aménagement. Ça peut se faire en interne, mais ça peut aussi se faire via des bureaux d'études spécialisés. On a estimé au travers d'une étude qu'on a menée à l'ADEME Pays de la Loire sur une trentaine de schémas directeurs. On est à peu près à 45% de schémas directeurs interco et 55% de schémas directeurs communaux, que la durée de construction moyenne, d'établissement moyen d'un schéma directeur mode actif avec validation à un politique était de 13 mois, avec un coût d'étude qui s'établit autour de un petit peu moins d'1 € par habitant, avec sans doute un positionnement plancher, notamment pour les démarches intercommunales, à 25 000 €. Ce schéma permet de définir une stratégie pluriannuelle de développement des mobilités actives sur le territoire, donc infra, stationnement, services, culture, vélo. Et l'idée, c'est qu'il se décline en plan d'action
qu'ils permettent aussi de mettre à plat la gouvernance vélo sur le territoire, donc qui va faire quoi, qui va payer quoi, et qui puisse être délibéré par l'exécutif, qu'il soit communal ou interco, avec assorti d'un plan pluriannuel d'investissement ou au moins des dispositifs, si par exemple c'est un schéma de PCI mais qui n'a pas la compétence voirie ou qui n'a pas finalement ça repose que sur les communes et sur le département, qu'il puisse se doter finalement d'un dispositif incitatif de type fonds de concours pour aider les communes à passer à l'acte, par exemple. L'idée, c'est pas de se mettre dans une visée à 40 ans. Ça sera bien, ça serait intéressant, mais pour autant, là, on a une urgence d'action et finalement, de se dire, on part sur un schéma à 10 ans avec des orientations à 10 ans, mais une visée très opérationnelle de ce qu'on fait à 5 ans à l'échelle du mandat, ça me paraît beaucoup plus cohérent. Alors, il y a pas mal de retours d'expérience. Actuellement, là, vous avez la cartographie de la planification mode actif vélo en Pays de la Loire. Alors, elle n'est pas exhaustive. Je pense qu'on est sur des données ADEME qu'on arrive à consolider avec nos partenaires de la cellule France Mobilité. Donc, vous avez la région Pays de la Loire, vous avez le CEREMA, l'Adréal, la Caisse des dépôts. Il est possible qu'on passe à côté de certaines démarches, en tout cas celle de Redon qui est en cours, si j'ai bien compris ce que vous disiez, Catherine, tout à l'heure. Donc, il faudra qu'on actualise. Mais en avril 2021, on avait fait un point avec les partenaires et on avait établi 18 schémas validés, donc c'est la couleur bleue, 13 démarches en cours d'établissement, donc la couleur orange, et 7 qui étaient en gestation, la couleur jaune, ce qui faisait une couverture démographique quand même très intéressante de plus de 2 500 000 habitants, soit 70% de la couverture démographique des Pays de la Loire. Sur la marche à pied, je dirais qu'on peut reprendre cette question d'écosystème. C'est peut-être que même sur les services, on pourrait aussi le décliner, mais le système vélo peut très bien aussi se décliner de cette manière-là, avec un enjeu très très fort sur les aménagements accessibles. Donc valoriser les aménagements accessibles à la marche à pied et surtout tout en réduisant les conflits d'usage avec les motorisés et avec les vélos. Et ça fait le lien avec des photos quand je vous disais que le chemin était long. On a parfois tendance à dire bon, c'est simple, les vélos, on va les mettre sur le trottoir pour en faire de la place. Le différentiel de vitesse ne le permet pas. La solution du trottoir cyclable n'existe pas dans le code de la rue, le code de la route, pardon. Et donc du coup, ça, je pense qu'il faut aller chercher du côté d'éléments techniques proposés par le CEREMA qui est beaucoup plus pertinent et la structure adaptée pour accompagner les territoires ou les sensibiliser sur les différents aménagements qui sont on va dire favorables à la pratique des mobilités actives. Et de toute façon, j'ai pris notamment les éléments visuels de la diapo sont tirés d'éléments du CEREMA sur le guide aménagement pour les piétons. Donc, il y a vraiment un élément important, c'est vraiment de créer des conditions favorables pour un changement de pratique et pour une pratique adaptée et en toute sécurité des marcheurs, et quel que soit leur âge. Donc, il y a quand même un levier vitesse, il y a un levier espace, et puis il y a aussi des leviers qui ne sont pas forcément trop travaillés, la question de la signalétique, de la communication, peut-être la question des aménagements dynamiques, et notamment la possibilité de réutiliser des espaces peut-être plutôt dévolus à du stationnement. Et ça, il y a quelques expérimentations qui ont vu le jour avec les déconfinements. Et puis un levier service, on sait que notamment la question des bancs, les espaces d'attente sont des éléments qu'on pourrait catégoriser dans le levier service. Je disais tout à l'heure qu'on était tous acteurs, que ce soit du côté des collectivités, qu'on soit une commune ou un EPCI, puisqu'en fait, pour travailler sur le développement des mobilités actives, alors l'ALOM reconnaît les mobilités actives, les définit, intègre les mobilités actives dans la compétence mobilité. Donc, on a de la chance aussi en Pays de la Loire avec une prise de compétence massive des EPCI sur cette compétence mobilité. Donc, elles vont pouvoir travailler sur la planification, sur la promotion de l'usage du vélo, mais aussi de la marche à pied, et puis sur le développement de services. Par contre, sur la question des infrastructures et de l'écosystème favorable, il va falloir travailler aussi sur 2 autres champs de compétences qui sont la compétence voirie. Généralement, c'est plutôt les communes qui l'ont,
Les Comcom peuvent en avoir une partie, notamment généralement sur les zones d'activité économique. Et après, vous avez certains dispositifs possibles de développement de voies cyclables d'intérêt communautaire. Donc, certaines Comcom s'appuient là-dessus pour développer notamment les itinéraires inscrits à leur schéma directeur. Et d'autres Comcom ont également la compétence de voirie totale et donc peuvent aussi finalement se placer un peu dans le cadre des métropoles ou des communautés urbaines. Et puis le pouvoir de police, qui est un pouvoir très intéressant, pouvoir de police de circulation et de stationnement qui est exercé par le maire. Et c'est celui-ci qui permet de travailler notamment peut-être sur l'infiniment petit, sur le détail, mais qui va être très important à l'échelle de la commune, à l'échelle du centre urbain, de la zone agglomérée, de travailler sur les vitesses maximum autorisées de certaines rues, ou encore des différents sens de circulation qui peuvent être autorisés. Et du coup, ça fait le lien avec différents retours d'expérience assez récents que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez en 2020 la commune de Villaines-la-Juhel qui fait un peu moins de 3000 habitants au nord-est de la Mayenne et qui s'est lancée donc sur un plan global d'abaissement de vitesse et de réaménagement. Donc vous voyez un peu le plan au milieu avec les différents itinéraires qui sont concernés, donc en vert. Et j'ai pris le deuxième exemple pour vous montrer un petit peu le avant-après. Donc la rue des Guillardières, qui du coup vous avez la photo avant issue de Google Maps et la photo après avec la modification récente qui a été apportée par la commune et par la mairie. Donc c'est une rue d'accès à un établissement scolaire qui était en double voie et qui finalement ne permettait pas, sauf à empiéter sur le trottoir, donc à finalement à rajouter des contraintes, à rajouter des conflits d'usage, de proposer une piste cyclable suffisamment intéressante. En fait, ils l'ont mis en simple sens de circulation, donc en sens unique de circulation pour les véhicules motorisés, pour les voitures, et ça a permis tout de suite de libérer une emprise suffisante de un peu plus de 2 mètres pour pouvoir faire un double sens cyclable avec quelques ajustements à faire parce qu'effectivement, il fallait bien desservir. Il y avait quelques maisons à desservir, donc ils ont joué un petit peu sur cette démarche-là. Mais ça montre qu'on peut réussir à faire des choses tout en gardant une emprise identique, en jouant sur les sens de circulation et sur les abaissements de vitesse. Un autre exemple du côté de la Loire-Atlantique, là on est du côté des services vélos. Vous avez la commune Ardrégève qui, en 2019, dans le cadre d'un programme notamment avec l'ADEME, un programme à vélo, s'est lancé dans une expérimentation de services vélo. On est sur de la location moyenne longue durée de vélos essence électrique et de vélos cargo, qui eux aussi, je crois, sont assistance électrique. Sur un territoire qui a une part modale qui avait été estimée en 2015 à moins de 1% sur le vélo. Donc, en deçà de la part modale de beaucoup de territoires. On est dans le périurbain avec une dépendance très forte à la métropole nantaise, des déplacements assez conséquents et puis des contraintes et une exigence importante. Et en fait, on voit que même lorsque le territoire ne dispose pas d'un réseau cyclable à la Strasbourg, ce qui est encore le cas sur Erdre-et-Gèvres, avec une part modale très faible, en lançant un service de ce type-là, on a des réussites puisque le parc a été entièrement loué en 2 mois, avec la mise en place d'une liste d'attente. Et puis, ils ont commencé à travailler sur des extensions et ça devrait les porter à 250 vélos d'ici fin 2021, début 2022. Je vous ai mis un lien avec vers l'Observatoire régional des transports Pays de la Loire, puisque Camille Bousseno est intervenue, donc la chargée de mission mobilité de Erdre-et-Gèvres est intervenue pour présenter le dispositif Vélos et vous aurez tous les éléments détaillés si ça vous intéresse de creuser sur la tarification, sur la mise en œuvre, sur les profils d'usagers. J'ai pas voulu il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui et donc du coup l'idée c'était pas de m'attarder sur les éléments détaillés. Un autre élément aussi, on est toujours sur Erdre-et-Gèvres, mais là ça a été mis en place avec la commune de Nort-sur-Erdre et la communauté de communes. Donc Nort-sur-Erdre, on est sur un peu plus de 10 000 habitants. Si vous voyez bien, vous avez
tout un aplat sur la photo aérienne. Vous avez un aplat bleu qui est la zone agglomérée du bourg de Nort-sur-Erdre. Et puis, vous avez sur le côté gauche le canal de Nantes à Brest. Et puis, un gros village qui s'appelle le Plessis-Pas-Brunet, qui fait pas loin des 1000 habitants. Donc, on est sur un gros hameau. Et pour rejoindre Nort-sur-Erdre, et notamment son lycée en construction, mais qui était en construction sur la photo aérienne, mais qui est maintenant ouvert, donc qui est la pastille jaune, ce village, il avait le choix entre 3 routes. 2 routes communales, donc en noir, celle qui est en bleu, et puis une route départementale, notamment avec le lien avec une zone d'activité économique qui passe finalement plus au nord. Et en concertation avec les habitants, il y a eu une demande assez forte pour raccorder finalement le village, ce gros hameau, auprès de la zone agglomérée. Et en concertation avec les habitants, ils ont trouvé une solution qui a été justement plébiscitée par les habitants en travaillant sur la banalisation d'un tronçon de voie communale. Puisque finalement la voiture avait plusieurs options, 3 options en l'occurrence, ils ont décidé que ce tronçon central serait banalisé pour les piétons et pour les vélos, et donc ne serait pas du tout autorisé en desserte automobile, et que finalement, puisque là, sur ce tronçon-là, ils n'avaient pas la place de créer une surlargeur, ou alors il aurait fallu entamer des travaux importants, des acquisitions foncières, de la consommation de terres agricoles, donc c'était compliqué. Donc, sur le tronçon central, ils ont décidé de banaliser la voirie communale, et puis sur le tronçon d'approche, finalement, là, ils avaient la place de faire une piste cyclable bidirectionnelle, donc ils ont pu investir là-dedans. Et du coup, ça suppose finalement un léger détour pour les usagers automobiles de 30 secondes à 1 minute 30 selon les chemins qui sont pris, que ce soit au nord ou au sud. Et donc, du coup, il y a une expérimentation qui est en cours sur cette banalisation, alors qui se fait sur un petit tronçon, hein. On est sur autour de 800 mètres, 1 kilomètre, mais qui est quand même suffisamment intéressante et ambitieuse pour ne pas être trop anecdotique. Donc, on va suivre ça, mais c'est une expérimentation qui date de 2020. Alors, comment s'engager? C'est quand même peut-être la première question. Comment on y va? Alors, pour se doter d'une stratégie, effectivement, on peut rallier les programmes à vélo de l'ADEME. Mais bon, certains d'entre vous sont déjà un petit peu au courant, donc je vais essayer d'aller vite. Et puis, pour mettre en œuvre cette stratégie, l'idée, c'est d'aller sur le volet infrastructure chercher des fonds sur le fonds mobilité active, qui a été lancé avec le plan vélo. Il y a notamment un appel à projet qui est en cours de construction et qui devrait sortir là, d'ici fin 2021. Donc, si vous avez des projets à prise rapide dans les 4 ans d'infrastructures cyclables, c'est peut-être le moment d'aller les chercher. Et justement, je pense qu'il devrait, contrairement au premier appel à projet de 2021 qui se concentrait sur des très très gros projets, là on devrait sur des projets d'amplitude un peu plus moyenne. Et puis, il y a d'autres éléments sur la DSID. La DSID, c'est pour les départements, ou certains départements ou la région qui propose aussi des dispositifs de financement. Et puis, pour mettre en œuvre la stratégie, on peut travailler sur les volets services. Le programme à vélo, c'est quoi? C'est un programme qui permet de se doter de schémas directeurs, qui permet aussi de travailler sur les études de faisabilité avant travaux, d'expérimenter des services vélo, je l'évoquais avec Vélos, et puis de travailler sur des campagnes d'animation ou des créations de postes. Je ne vais pas aller plus loin. Avélo 2 est en cours. C'est un programme qui se veut pérenne sur 2021-2024. Il y a eu un premier appel à projet qui est clôturé, 254 lauréats dans 22 en Pays de la Loire. Vous avez la cartographie qui est projetée à gauche, et il y a un deuxième appel à projet qui est également prévu pour fin 2021, début 2022. Voilà ce que j'avais à dire pour ma partie. Merci Sébastien. Je vois qu'on est déjà un peu chaud sur le timing, pardon. Pas de souci, c'est très intéressant parce que c'est un sujet
qu'on n'aborde pas forcément, nous, à l'Astra Nutrition et qui est un peu nouveau pour nous. Donc, c'est bien aussi de prendre le temps de tout expliquer. Lucie, on te passe la parole et puis on échangera après si ça vous va. Juste, je coupe, mais j'ai cru voir une main levée pendant l'intervention de Sébastien. Je n'ai pas voulu te couper, Sébastien, et comme je sais que tu as un impératif à 12h15, en fonction, est-ce que je ne sais plus qui avait levé la main et si vous avez la question. Ah bah allez-y. Moi, c'était sur la carte des schémas qui étaient déjà mis en place, ceux qui ne l'étaient pas encore. Je voulais juste savoir la différence en fait un peu entre en gestation et l'étape d'après. Est-ce que quand on a acté que le bureau d'études a commencé à travailler, c'est ça le fait qui fait que Oui, c'est ça. c'est ça l'élément. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est en gestation, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été. Moi, j'ai eu connaissance qu'il y a un démarrage probable de l'opération, la volonté d'aller, de se structurer et d'établir un schéma directeur. Et la phase en construction, c'est quand tu as ton bureau d'études, tu as démarré. Ok. Donc c'est une cartographie à avril, donc il y a peut-être des trous dans la raquette. Ouais. On a demandé une mise à jour. Tout à fait. Ok, merci. Désolée pour l'interruption. Pas de souci. Ok, donc Lucie, on te laisse on te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Moi, ça va être, on va dire, des exemples plus pratico-pratiques de ce qui s'est fait sur notre territoire. Donc, je vous le resitue un petit peu. Donc, la Comcom du Pays des Achards, c'est 9 communes, 19 000 habitants. Et on est localisé entre les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Et on a notamment une 2x2 voies qui traverse notre territoire. Donc, la voiture est très, très présente. Et on a à chaque fois à peu près une dizaine de kilomètres de distance entre tous nos centres-bourgs. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, je voulais vous retracer un peu le cheminement politique, puisque c'est vraiment la base. Une collectivité se lance dans une politique vélo si elle a avancé petit à petit sur la thématique. Donc, au départ, nous, on avait plus une approche cyclotouristique, en fait. Donc en 2011, on a eu l'idée de créer 2 projets cyclotouristiques structurants, donc La Roche-les-Sables et les Achards Bretignolles-sur-Mer. Ces 2 itinéraires sont en cours de travaux actuellement et sont, on va dire, labellisés par le département et font partie des itinéraires Vendée Vélo, inscrits au schéma régional des voies vertes. Donc, qui a été vraiment la première base, la première étape de la réflexion cyclable. Ensuite, en 2018, il y a eu le plan climat, le PCAET, un plan climat air énergie territorial. Et c'est là, en fait, où mes collègues ont eu des premiers contacts avec l'ADEME, qui a permis de nous faire connaître l'appel à projet vélo et territoire, donc AVélo 1, pour lequel on a candidaté fin 2018. Et donc ça a vraiment été l'étincelle pour nous faire démarrer, pour lancer les élus vraiment dans la dynamique cyclable en se disant voilà, on a un appel à projet qui peut nous subventionner à hauteur de 70% pour nos études. C'est un vrai coup de pouce, allons-y. Et donc on a répondu à l'appel à projet, on a été lauréat, ce qui nous a permis de lancer concrètement le schéma directeur cyclable. Ça commençait à être dans les têtes des élus avant, mais sans cette petite étincelle, peut-être que le schéma directeur serait venu 1 an ou 2 ans plus tard. Et ensuite, en 2021, il n'y a pas eu de question en fait quand la loi LOM en fin 2019 a demandé posé la question aux collectivités et aux EPCI, savoir s'ils voulaient prendre la compétence pour être autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire. Ça coulait de source en fait par rapport au cheminement qu'on avait eu précédemment. Donc ça, c'est pour tout l'évolution et voilà le fait que les élus prennent la connaissance de ce qui pouvait se faire à vélo, etc. Voilà, après on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc ça a été le lancement de la politique cyclable qui s'est lancé donc avec la définition et l'élaboration du schéma directeur cyclable.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été lauréat d'Avélo 1. Donc après, on a consulté des bureaux d'études pour vraiment définir un schéma directeur cyclable. Donc, il s'est composé en 3 étapes. Donc, on a fait diagnostic. Après, on a eu 3 ateliers de concertation pour réfléchir avec les élus de toutes les communes et des représentants d'associations ou des représentants des conseils municipaux. Lors de trois moments forts en fait qui m'ont vraiment permis d'échanger en intercommunes et puis un peu par secteur géographique. On avait, un petit peu découpé la collectivité en 3 tables de travail, on peut dire. Et puis donc, au final, on a eu, la validation, du plan vélo 2021-2030 qu'on a rebaptisé plan vélo, pour que ce soit, plus intégré par les élus et aussi plus clair pour la population et la communication, voilà, auprès du grand public. Donc ça, c'était en décembre 2020. Ce qui nous a donné un petit peu cette carte-là, hein, donc en vert, c'est, Vendée Vélo, hein, donc les 2 itinéraires cyclables dont je vous parlais. Donc, est-ouest, c'est, La Roche-les-Sables et puis l'itinéraire qui monte, vers le nord-est, donc c'est vers Bretignolles-sur-Mer avec un, un gros pôle touristique, hein, qui est le lac du Genêt, situé vraiment au nord-ouest de notre territoire. Et après, on voit donc en rouge, les liaisons cyclables, qui pourraient relier donc, toutes les communes entre elles, qui seraient de compétences intercommunales et ensuite en jaune, tout ce qui serait, là de compétences communales. Parce que voilà, dans le cadre du plan vélo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les itinéraires structurants, qu'on pourra développer, mais aussi on définit bien et Sébastien en a parlé tout à l'heure, de qui fait quoi et à quel endroit. Et donc, voilà, c'était intéressant qu'on définisse tout ça ensemble pour que les élus comprennent bien que oui, il y a des choses qui seront faites par la communauté de communes, mais qu'eux aussi, à l'échelle de leur commune, en inter-agglo, ils ont aussi la compétence, ils auront la compétence pour faire des aménagements et réfléchir aux déplacements cyclables dans leurs projets à venir, projets d'aménagement urbain et cetera. Ce que j'ai pas précisé, c'est que avec le plan vélo aussi, hein, comme le disait Sébastien tout à l'heure, on a défini un plan pluriannuel donc, sur différentes choses, donc les infrastructures, les services et la communication. Et on a un peu plus de 30 € aussi 30 € par habitant par an qui ont été inscrits, au budget pour les 10 prochaines années. Donc, voilà, ça nous donne vraiment comment dire? Ça nous donne des possibilités de développement sur différentes thématiques. Donc là, les premiers projets d'infrastructure, donc qui étaient définis avant le plan vélo, sont en cours de travaux actuellement, mais c'était intéressant de vous les présenter là, parce que ça sera vraiment la colonne vertébrale, de notre plan vélo, hein. Je peux vous remettre la carte, précise au départ. Voilà, en vert, on voit vraiment donc, les itinéraires avant des vélos on les nomme vraiment colonne vertébrale et après l'objectif, c'est de raccrocher, toutes nos communes à cette colonne. Donc voilà, les itinéraires avant des vélos qui sont en travaux avec, des revêtements, des aménagements de barrières, aires d'accueil et passerelles. Donc voilà, ça met les Achards à peu près à 25-27 km des principales pôles, extérieurs, hein, La Roche-sur-Yon, Bretignolles, les Sables-d'Olonne et ensuite sur la côte, on rejoint la Vélodyssée. Et donc, je pense que ce sera un itinéraire qui pourra être bien pratiqué et notamment, cumulable avec de l'intermodalité, car on a une gare aux Achards, aux Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus vélo, mais, dans le plan cyclable, il faut aussi penser intermodalité, parce que le vélo peut être, un mode de déplacement, on va dire sur le trajet complet, mais ça peut être aussi, en complément d'un autre mode de transport, voiture, covoiturage ou transport ferroviaire ou même car, enfin voilà. Un autre projet, d'infrastructure qui a été, identifié, donc là c'est sur, l'échangeur de la zone d'activité des Achards. Donc c'est un projet qui a pu être financé grâce à Vélo 1, pour la partie études et pour la partie travaux, on a, postulé à un autre appel à projet, donc là de l'État qui peut nous financer, à hauteur de 50 sachant que c'est un projet à 1,2 million, c'est toujours intéressant de trouver des financements. Donc ce projet avait été identifié, comme point noir déjà en amont du schéma directeur du plan vélo.
Et pourquoi c'était un point noir? Parce qu'on est sur un échangeur routier, donc je vous mets la carte, hein, juste après. On est sur un échangeur routier, La Roche-les-Sables, hein, la 2x2, dans une zone d'activité où il y a 3000 emplois, à proximité de la gare SNCF qui est juste ici au nord, et entre les 2 bourgs d'une commune nouvelle qui sont, La Motte-à-Char et La Chapelle-à-Char, avec la proximité, de 2 collèges sur La Motte-à-Char. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un secteur sur lequel il peut y avoir beaucoup plus de déplacements à vélo. Aujourd'hui, le gros frein des cyclistes, c'est la sécurité, l'accessibilité et notamment pour les plus jeunes. Donc on voulait vraiment, trouver une solution. Donc l'objectif, c'est vraiment de relier La Chapelle-à-Char à la gare de La Motte-à-Char et après, entre La Motte-à-Char et la gare, voilà, c'est beaucoup. Donc le projet, permettra donc la pose, notamment d'une passerelle, de 3 mètres de largeur utile donc pour les mobilités actives, donc vélo et piétons. Et aussi, il ne faut pas seulement penser passerelle, mais il faut penser bien aux aménagements de part et d'autre pour pas qu'il y ait, de discontinuité, qu'on soit vraiment sur une continuité, cyclable, entre les 2 bourgs. Un autre outil, qui est bien utile, on va dire, pour, développer le vélo et faire connaître le vélo et tester des nouvelles solutions de mobilité. Donc là, je parle plus vélo, mais c'est aussi, tout ce qui est, nouvelles solutions de mobilité, hein, le défi mobilité, met aussi en valeur le covoiturage. Donc le défi mobilité, c'est quoi? Donc il est organisé par l'ADEME et la région. Nous, on a participé en septembre 2021 et juin 2021, et ça concerne les trajets domicile-travail et domicile-école. Donc je vous ai mis les liens en bas, hein, du défi mobilité, enfin du site internet, du défi et puis, des petites infos qui sont relatifs, à la communauté de communes. Donc ça touche des publics, scolaires, hein, donc on le voit avec la photo en bas à droite. Donc là, c'est l'école Henri Roca, qui a terminé première de la région en septembre 2021, avec beaucoup d'enfants qui sont venus à pied et à vélo à l'école et on peut le voir sur leur sourire qui étaient très contents de le faire. Hem, donc pour toucher un maximum de piétons, non, de de professionnels, on va dire, de salariés pour les déplacements, domicile, travail et les scolaires, on a essayé de mettre en place des animations. Donc sur ces 2 éditions, la communauté de communes a mis à disposition des mairies et de la communauté de communes pour les agents et les élus, parce qu'eux aussi peuvent être, utilisateurs, des vélos assistance électrique, pour voilà, faire connaître ce nouveau moyen de transport, parce qui est connu, mais les gens n'ont pas forcément testé. Donc là, c'était l'occasion de les tester sur cette semaine-là d'animation. Et puis, donc on a vu par exemple qu'en 2021, j'ai mis 2020, ouais, en 2021, il y avait eu en septembre 2020, il y avait moins eu d'utilisation à cause du télétravail, qui a été fortement mis en place, notamment en lien avec le covid. On avait aussi, mis, un essai de vélos spéciaux donc au restaurant interentreprises. Là, je vous ai mis quelques visuels, hein, donc on avait du triporteur, du biporteur et des vélos rallongés, donc des vélos que les gens, commencent à voir, mais voilà, ils n'ont pas l'occasion de les toucher, de les essayer, donc voilà, là, c'était l'occasion de le faire et il y a même une entreprise qui est venue, pour les tester, parce qu'elle envisage de faire des livraisons dans la zone d'activité à vélo. Donc voilà, même s'il n'y a pas eu beaucoup de fréquentation, on était un petit peu déçus. Les gens qui sont venus étaient vraiment intéressés avec, par exemple, des jeunes parents qui se positionnent en disant: «Bah oui, moi pour, me déplacer avec mes enfants, un biporteur ou un triporteur pourrait être la solution. Si mon enfant est un peu plus grand, pourquoi pas un vélo rallongé?» Donc c'est celui-là en photo, en haut à droite. Enfin voilà, l'idée c'est d'ouvrir le champ des possibles aux gens, de leur montrer ce qui existe et puis comme ça après l'idée chemine et peut-être qu'ils investiront, plus tard, sur ces engins de déplacement. Donc rapidement les résultats, hein, on a une augmentation tous les ans de nos participants, hein, donc niveau professionnel, c'était un peu moins bien cette année, mais très bonne surprise au niveau des scolaires, hein. Et cette année, les scolaires, la mobilité a été
abordé en classe. Donc là, on peut compter 694 personnes qui, au final, sur cette semaine, ont entendu parler de mobilité, ont essayé des nouvelles mobilités et voilà. Et petit à petit, ça chemine et il y a des gens qui, depuis, pratiquent et ont conservé soit le covoiturage, soit le vélo, la marche à pied pour venir au boulot. Donc c'est vraiment positif. Ça incite les gens et ça valorise les gens qui utilisent des modes de déplacement éco-responsables pour aller au travail ou à l'école. Et voilà, après avoir testé, si les gens sont contents, ils continuent à le pratiquer. Le bonus vélo, c'est un service qu'on a mis en place, donc là, plus à la suite du plan vélo. Donc pour les vélos traditionnels musculaires, vélos pliants, vélos assistance électrique et aussi un peu vélos spéciaux, tout ce qui est biporteur, triporteur, et cetera. On a choisi de mettre en place, cette aide à l'achat, donc une aide par foyer, pour essayer de toucher un maximum de foyers et on avait mis en place une enveloppe de 10 000 €. Sauf qu'en fait, elle a été, épuisée en juillet, c'était épuisé, donc là, on rajoute, 15 000 € pour la fin de l'année. Donc on aura une enveloppe cette année à hauteur de 25 000 €, pour le bonus vélo. Alors je ne sais plus si je vous ai mis oui, voilà, je vous ai mis quelques graphiques, donc on voit que le vélo traditionnel et on est quand même sur à peu près un quart, hein, quand même. Nous, on a vraiment choisi de valoriser cet achat parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui font que des aides sur les VAE et nous, on trouvait intéressant de valoriser l'achat des vélos musculaires, hein, parce que l'objectif, c'est de faire du vélo, qu'il soit musculaire ou électrique. C'était vraiment cet objectif. Mixité homme-femme à peu près bien répartie et aussi sur toutes les communes. Alors c'est un peu en lien avec la population. Donc toutes les communes du territoire bénéficient, de cette aide à l'achat. Un service qui est aussi assez rapidement possible à mettre en place, à la suite du plan vélo, c'est tout ce qui est stationnement. On a fait un inventaire, sur le territoire avec l'aide des communes et on a vu qu'en fait, voilà, le stationnement n'était pas qualitatif partout. Donc l'objectif, c'est bien de passer sur des arceaux vélos, comme l'image en bas à gauche, hein, c'est fini les racks où on mettait juste la roue avant, qui était, pas bien posée et c'est surtout, mal sécurisable, hein. L'idée pour, sécuriser au mieux un vélo, c'est d'attacher le cadre au moins une roue à un point fixe. Donc là, les vrais arceaux vélos le permettent. On va faire des abris couverts à différents endroits, donc au siège de la Comcom, au niveau des médiathèques, des pôles santé, et cetera. Les communes aussi sont sensibilisées à ces stationnements de qualité, donc souvent elles vont en mettre en place, au niveau des stades ou de leur commerce si c'est pas déjà le cas. Et le point, donc le côté intermodalité, hein, dont je parlais tout à l'heure, on va développer donc les box individuelles, pour là du stationnement, on va dire plus longue durée, c'est du stationnement à la journée, heu, au niveau des aires de covoiturage. Donc vous avez l'illustration, juste en dessous. Donc voilà et puis après on a aussi un volet, plus, prévention routière auprès des scolaires. Donc là, l'idée, c'est voilà, depuis les années 90, toutes les écoles du territoire ont des séances de prévention routière. L'objectif, c'est que tout élève qui sort du CM2 sait rouler à vélo et donc prochainement, on devrait s'inscrire dans le savoir rouler à vélo. Donc là, c'est un programme national avec différents blocs. Je vous ai mis le lien aussi, pour retrouver toutes ces informations. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu comme pour les déchets, on sensibilise les plus jeunes pour qu'ils modifient leur comportement et invitent leurs parents à le faire. Pour le vélo, c'est pareil, hein, si un enfant, sait rouler à vélo, il demandera à ses parents d'aller à vélo au sport ou autre et la pratique, il pourra aller, à vélo au collège ou même plus tard et la pratique sera pérennisée, dans le temps. On touche les jeunes, on touche aussi les moins jeunes. Donc là, c'est une journée qu'on organise avec, le service prévention seniors et familles rurales sur le territoire. Donc l'objectif, c'est sur une journée d'information, on va parler mobilité active aux seniors, avec 3 ateliers. Donc un atelier code de la route et prévention senior, parce que c'est vrai que les panneaux ont beaucoup évolué, dans le temps.
Tout ce qui est double sens cyclable, sas vélo, feu, les céder le passage pour que, les vélos puissent passer, même en cas de feu rouge et cetera. Voilà, c'est des choses qui peuvent surprendre ou par exemple à vélo ou me positionner dans un rond-point et cetera. C'est des choses qui peuvent être, que les personnes âgées, peuvent ne pas commettre et si elles se mettent à faire du vélo, autant qu'elles aient les bonnes pratiques et ça les sécurisera et ça les informera aussi du comportement possible d'un cycliste quand eux sont automobilistes. Donc on leur propose aussi des essais de vélo et de VAE, peut-être aussi de tricycle. C'était un point important, bon, avec le covid, il y en a plus trop en vente, donc on a des soucis pour en avoir un, mais l'idée c'était de dédiaboliser un petit peu le tricycle, hein, qui a pas une image très positive, entre guillemets, «l'enfant quand il sait pas faire du vélo, il est en tricycle et après quand il vieillit et qu'il a des soucis d'équilibre, il retourne à un tricycle». Alors, j'ai envie de dire oui, mais la force du tricycle, c'est qu'avec un tricycle, je garde quand même mon indépendance et ma mobilité. Donc même si j'ai plus d'équilibre, que je peux plus faire du vélo traditionnel, je peux faire du tricycle et me permettre d'aller, faire mes courses à vélo ou me déplacer ou même des balades avec mes petits-enfants à vélo, voilà. Et puis, il y a aussi le volet, brico-vélo. L'atelier brico-vélo pour que voilà, les gens, puissent être en sécurité avec leur vélo et qu'ils puissent vérifier, voilà, l'état de leurs freins et cetera, et de l'entretien de leur vélo. Et on avait déjà commencé, un petit peu la sensibilisation des seniors à la mobilité avec des tests VAE, qui avaient été organisés aussi par le service prévention senior. Donc voilà, j'ai un petit peu développé tout le panel qu'on avait mis en place, sur le territoire. L'objectif, c'est de montrer qu'on voilà, tout à l'heure Sébastien en a parlé, c'est vraiment un écosystème vélo, hein. Donc il y a les infrastructures, les services, toute la communication qu'on peut mettre autour et c'est pas juste une action qui va faire que le vélo va se développer, mais c'est voilà, plein de petites actions sur des publics variés qui permet vraiment de développer le vélo, sur un territoire. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut compléter tout ça. Merci Lucie pour ce témoignage qui nous permet de voir vraiment en pratique comment vous avez pu développer les mobilités dans la communauté de communes du Pays des Achats. Je ne sais pas déjà s'il y a des questions dans les participants. N'hésitez pas à désactiver vos micros. Il y avait un commentaire dans la conversation. Ouais. Tu veux que je le lise? Non, je fais comme tu veux. Je peux le faire, je l'ai devant moi. C'est Stéphane Fury de la ville de Nantes qui nous dit que lui, il venait aussi pour aborder la mobilité de proximité en ville via la marche pour les sédentaires. Voilà, que le sujet finalement est intéressant sur la pratique, sur l'engagement. Attends, cependant, le sujet est super intéressant, engagé sur la pratique cyclable à titre perso. Voilà, sujet sur la mobilité qui est très vaste. Est-ce que vous, dans la communauté de communes, vous avez aussi travaillé sur la marche ou vous vous êtes centré sur les dynamiques vélo finalement? On est beaucoup plus sur les dynamiques vélo, hein, Sébastien l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la Ouais. marche, est moins mise en valeur. Après, elle a déjà plus de «place» entre guillemets, parce qu'il y a les trottoirs. Après dans la politique cyclable, il ne faut pas que tous les vélos aillent sur les trottoirs parce que comme l'a dit Seb, c'est pas une solution. Mais là, l'idée, nous, c'était plus de voir à quel endroit on pouvait, favoriser la pratique du vélo. S'il y a des endroits où il y a besoin d'aménagement, voir quels aménagements on pourrait faire et à d'autres endroits, c'est de se dire qu'en fait, on peut tous, circuler sur des voies existantes. Il suffit peut-être de réduire la vitesse à certains endroits et puis, et c'est aussi le fait que si sur la route, on voit plus de vélos, le comportement des automobilistes aussi va changer. Eux-mêmes seront peut-être cyclistes à d'autres moments et voilà, c'est un petit peu, c'est un cercle vertueux pardon, là-dessus, mais oui, non, pas de politique de la marche spécifiquement sur le territoire, ouais. C'est plus s'il y en a, ça sera plus en interagglo, en fait, parce qu'après quand on a 10 kilomètres de distance entre 2 centres-bourgs, on ne peut pas dire: «Oui, on va faire un aménagement qui sera, accessible aux marcheurs». Après sur des distances plus importantes, ça peut être, ouais, ça sera peut-être plus des voies vertes ou des choses comme ça qui peuvent être faites, mais pas spécifiquement en agglo.
Ok, super. Sébastien rebondit sur le chat en disant que la dynamique vélo, si elle est bien prise en compte, elle aura aussi des impacts positifs finalement sur la marche, qu'il ne faut pas de trottoirs cyclables, comme tu viens de le dire, et qu'il y a des possibilités de développer des voies vertes de bonne largeur qui permettent les cohabitations faciles pour que ce soit pour la marche ou le vélo, et que c'est plus évident à l'échelle de la commune. Voilà. Et donc, il y a Valentine Loquet qui a levé la main et on a un commentaire aussi. Mais allez-y. Alors, j'y vais. C'était une question sur les vélo-box. Je voulais savoir si vous aviez mis en place un système d'abonnement, du coup, et combien vous en aviez mis et dans quelle mesure vous estimez que ce soit un levier primordial de l'utilisation du vélo. Quand je pense à l'intermodalité dont on n'a pas encore beaucoup parlé, je trouve, et après à toutes les personnes qui n'ont pas moyen de garer leur vélo, ni chez eux et ou pas au travail non plus. Et quelle place prend le stationnement sécurisé du coup dans tout ce que vous avez fait? Alors, pour les Velbox, ça sera mis en place à la fin de l'année, sur des espaces qui sont enfin, c'est sur les aires de covoiturage, mais en fait, on prend pas un espace, voiture, on crée un nouvel espace, en fait, pour les vélos. On n'a pas fait d'abonnement. L'objectif, c'est que c'est un petit peu comme les Velbox qu'on trouve, au tram à Nantes ou au niveau des arrêts du Souet ou autre, où c'est voilà, c'est, en accès libre, la personne l'utilise à l'instant T où elle en a besoin. Elle a pas le droit de fermer le Velbox quand il y a pas de vélo pour vraiment, que ce soit qu'il y ait un turnover, au niveau de l'usage. Mais on a souhaité mettre un abri vélo, le plus sécurisé possible parce que c'est vrai que quand c'est ouvert et qu'on laisse un vélo, toute la journée, bah, il peut y avoir des dégradations, vol de sel ou autre et donc voilà, le fait que ce soit, fermé, pour du stationnement longue durée, c'est vraiment ce qui est plébiscité par les utilisateurs. On voit quelques vélos déjà sur nos aires de covoiturage, mais avec cette communication, enfin la communication qu'on va faire autour et la mise en place de ce service, on espère qu'il y aura encore plus de vélos, par la suite. Et vous en avez mis beaucoup? Alors, pour le moment, on va en mettre, sur 3 aires différentes, celles qui sont sur lesquelles on a déjà vu des vélos et puis après on a eu un financement pour les autres, aires de covoiturage, donc là, ça sera un déploiement en 2022. Ok, Voilà. ok, merci. Sébastien a dû nous quitter, il avait un impératif à 12h15 et on a un commentaire d'Isabelle Louineau sur le terme du vélo musculaire qui préfère le terme vélo classique ou vélo traditionnel car le VAE permet aussi de pédaler et le cycliste doit pédaler pour que le moteur fonctionne. Le VAE est donc aussi musculaire et elle rajoute de ne pas opposer la marche qui est le mode le plus lent et vélo mais plutôt d'accompagner un changement de comportement qui favorise aussi la cohabitation et le respect de chaque type d'usager. Oui et puis pour compléter, c'est aussi le respect de chaque type d'usager, c'est aussi sur la route pour que les voitures respectent bien les tracteurs, les camions, les scooters et autres et voilà, il y a aussi le vélo par endroit donc voilà, je pense qu'il faut du respect, entre tous les utilisateurs de la rue, même, le piéton, hein, qui traverse mais qui regarde bien de chaque côté, que les utilisateurs à vélo ou autres soient aussi vigilants des piétons, enfin voilà. Qu'il y ait un respect de tous, c'est Oui. ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Oui, moi j'ai une dernière question et en plus je vais être obligée de partir aussi. En fait, c'est une chose à laquelle je pense depuis déjà un petit moment. C'est que je vais savoir si vous aviez pensé étendre le bonus vélo aux personnes qui veulent non pas acheter un vélo, mais électrifier leur vélo. Oui. C'est vrai qu'en ce moment, on fait déjà face à une pénurie de matières premières et qui impacte beaucoup la production de vélos électriques. Et en plus, racheter toujours du neuf, ça correspond pas forcément à nos objectifs et valeurs d'économie circulaire. Donc c'est vrai que faire électrifier les vélos déjà existants, je pense que ce serait une opération très pertinente avec tout ce qu'on cherche à mettre en place. Donc, est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous pensez que ce serait possible d'étendre le bonus vélo à ça? Alors c'est déjà prévu en fait, hein, dans la slide que j'ai mise en ligne, vous verrez de mémoire, hein, j'ai mis le règlement et donc on autorise donc la vente, l'achat d'occasion, si c'est acheté chez un «professionnel» entre guillemets,
Ou là, j'ai eu le cas via le centre vélo de La Roche-sur-Yon qui vérifie l'état du vélo avant de le vendre. Et c'est comme si un petit peu des professionnels, on valide cet achat. Donc, on a valorisé l'achat de l'occasion, notamment pour l'économie circulaire et puis la notion de développement durable. Et on valide aussi les projets d'électrification de vélos, hein. C'est vrai qu'il y a des solutions qui existent, soit la roue avant qui est électrifiée ou soit carrément un système qu'on rajoute sur le pédalier. Par contre, là aussi, pour garantir la bonne qualité du process, que ce soit fait par un professionnel, parce que c'est vrai qu'il y a des modèles chinois ou autres qui sont proposés sur Internet, mais après qui ne donnent pas forcément satisfaction. Donc, pour un souci qualitatif et sécuritaire aussi, pour qu'ils soient bridés et pas qu'ils permettent aux vélos de circuler à jusqu'à 45 km/h, qu'ils soient débridés, on valide cette solution par un professionnel. Mais c'est vrai que ça a fait partie de notre réflexion en se disant, le vélo oui, mais pas que le VAE, donc le vélo traditionnel oui, mais pas que le neuf, donc aussi, l'occasion. Et puis pareil aussi sur les kits d'électrification, on a eu cette réflexion aussi. Mais je l'ai pas redit tout à l'heure, mais nous, le fait qu'on ait été, lauréat du programme Élève Vélo, on fait partie du réseau de l'ADEME et c'est vrai qu'il y a un très fort réseau, intercollectivité. Et en fait, c'est en piochant des petites idées par-ci par-là, et puis en abondant, hein, forcément la réflexion, où au final on arrive à développer des projets les plus complets possibles et les plus équilibrés. Donc voilà, on réinvente pas la poudre à chaque fois, mais on rajoute sa petite pierre à l'édifice. Et en fonction de l'actualité aussi, parce que voilà, il y a quelque temps, les kits d'électrification, ça n'existait pas, maintenant ça existe. Donc voilà, on les a rajoutés dans notre règlement. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'en profite juste pour vous saluer tous parce que je suis obligée de partir maintenant et pour vous remercier pour toutes les interventions. Merci Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et juste pour compléter tes propos, Lucie, donc j'ai Isabelle Wino qui intervient, qui dit que les à cheval sur les terres, mais que plutôt que il vaut mieux dire motoriser un vélo classique et non électrifié, qui peut s'appliquer aussi à une trottinette ou à un autre engin sans pédalage. Ok, je note. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou dire quelque chose, ou alors on peut... Le temps qu'il y ait des questions qui arrivent, peut-être, je voulais juste rajouter quelque chose sur le défi mobilité que tu as présenté, Lucie. Parce que nous, en tant que structure régionale, donc on est missionné sur la nutrition et plutôt le côté santé. Et en fait, on va travailler avec Sébastien pour voir comment est-ce qu'on peut amener un peu ce côté santé dans le défi mobilité. Parce qu'on parle souvent de bouger 30 minutes d'activité physique par jour ou 60 minutes pour les jeunes. Et en fait, on se disait avec lui que c'était un bon levier de dire que les déplacements pour aller à l'école, pour aller au travail, faisaient partie aussi de ces 30 minutes d'activité physique et qu'on pouvait allier les messages de santé au côté environnement, déplacement actif, etc. Donc, on va travailler sur ça avec Sébastien à l'avenir pour essayer justement d'allier un peu ces deux thématiques qui ne se font pas forcément sens tout de suite pour tout le monde. Mais en fait, le fait d'aller à pied, en vélo, au travail participe aux bénéfices. Il y a des bénéfices pour la santé à avoir ces pratiques-là. Et je voulais rajouter un truc, mais en parlant, ça m'a échappé. Oui, on peut créer du lien aussi avec les autres services dans les collectivités. Lucie, on a fait un atelier qui était porté plutôt par les chargés de mission du CLS sur la communauté de communes du Pays des Achards. Mais voilà, travailler sur la nutrition santé, ça permet aussi de créer du lien entre services au sein de la collectivité. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos collègues qui sont dans des services plutôt orientés santé pour créer du lien, parce que je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais pour moi, ça crée vraiment de la cohérence sur les projets, sur les territoires pour pouvoir avoir une approche globale. Oui. Pour nous, le sujet qui nous concerne, la nutrition, mais voilà, ça crée du lien aussi au sein des équipes et je trouve ça intéressant. D'ailleurs, là, ça se voit sur le projet Rouler Jeunesse où c'était avec le service senior. Enfin, voilà, tous les projets, finalement, sont transversaux. Oui, complètement. Et plus on parle de mobilité entre agents, avec des projets, et plus les pratiques de chacun se modifient. Enfin, Sébastien l'a présenté tout à l'heure en se disant, avec nos proches, ça peut être aussi bien un proche de famille que collègue proche. Et c'est vrai que voilà, on voit que les changements de mobilité
sont de plus en plus fréquents et se développent au fur et à mesure. Très bien. Je repartage du coup mon écran pour la conclusion. Merci à tous, en tout cas, de vous être connectés pour ce sujet qui est vaste et qui intéresse. Je pense qu'on aura d'autres webinaires sur cette thématique. Et donc, pour terminer, le prochain webinaire aura lieu en novembre parce que sur le mois d'octobre, pour information, il y a le forum régional nutrition qui est le 12 octobre à Angers, où il y a notamment une session qui est à destination des collectivités qui s'appelle collectivité locale, tous secteurs en nutrition. Florane, si je ne me trompe pas, c'est bien ça le titre. Exactement. Où on a des témoignages de différentes collectivités qui viennent montrer comment elles ont pu travailler sur cette thématique-là. Et donc, les inscriptions pour le forum régional sont jusqu'au 4 octobre. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste des places. Et donc, sur le mois de novembre, il y a la semaine de la lutte contre la dénutrition qui est du 12 au 20 novembre. Et du coup, on a organiser un webinaire qui sera sur plutôt la restauration collective en EHPAD et comment finalement on lutte contre la dénutrition, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de collectivités qui ont des EHPAD sur leur territoire et qui travaillent en lien avec une cuisine. Donc, ce sera l'occasion d'en parler sur le mois de novembre.